Comparé au précédent spectacle, le défilé annuel du jour de la victoire à Moscou, en 2026, était remarquablement sobre. Bien que le public ait pu voir les habituelles colonnes de chars grondant sur la place rouge, il l'a fait depuis un point de vue unique. Un écran vidéo. La raison. Des drones. Les drones ukrainiens traversent le réseau de défense aérienne en couche de la capitale russe, et la Russie craignait qu'ils ne frappent pendant le défilé lui-même. À la mi-mai, les drones ont atteint la station de chargement de pétrole de Solnitsinogorsk, provoquant une épaisse fumée noire au-dessus d'une ville que le président russe Vladimir Poutine avait passé 4 ans à assurer à ses citoyens qu'elle était hors de portée et en sécurité. La raffinerie de Moscou, l'une des installations industrielles les mieux protégées de toute la Russie, a été frappée. Les aéroports de Moscou ont encore immobilisé tous les vols commerciaux dans un large rayon, apparemment pour la 100e fois. Robert Brovdi, commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, a publié 6 mots sur les réseaux sociaux ce matin-là. Moscou, à partir de maintenant, ne dort jamais. Laissez bien cela vous imprégner. L'Ukraine, un pays que la Russie pensait conquérir en un week-end, frappe désormais la capitale russe à sa guise. Et elle n'utilise même pas les systèmes de missiles sophistiqués fournis par l'Occident. Non, elle utilise des drones valant quelques milliers de dollars, capables d'échapper à des défenses aériennes coûtant des dizaines de millions. Le gouvernement russe, en réponse, a placé des lanceurs de missiles de défense aérienne Pantsir-Son sur le toit même du ministère de la Défense. Le siège du pouvoir militaire russe porte désormais son propre système de défense aérienne comme un casque bien en vue, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Certains spéculent que la Russie ne gagnera jamais en Ukraine. Alors, comment en est-on arrivé là ? La réponse simple, ce sont les drones. Et oui, nous allons beaucoup parler des drones. Mais les drones ne sont pas toute l'histoire. La véritable raison pour laquelle la Russie ne peut pas gagner en Ukraine n'a rien à voir avec l'OTAN, les sanctions, les armes occidentales ou le courage des Ukrainiens, même si tout cela compte. La véritable raison est bien plus simple. La Russie a perdu cette guerre au stade de la planification, avant même qu'un seul soldat ne franchisse la frontière le 24 février 2022. Elle a perdu à cause d'une erreur catastrophique et irréversible. La Russie était trop confiante, et lorsqu'elle s'est rendue compte à quel point les choses avaient de mal tourné, il était déjà trop tard pour y remédier. Alors aujourd'hui, nous allons voir exactement comment cela s'est produit, en commençant par la guerre que la Russie pensait mener, en passant par la doctrine qu'elle a appliquée à un conflit qu'elle a fondamentalement mal compris, puis en retraçant la chaîne des conséquences, jusqu'aux frappes de drones sur Moscou, qui découlent directement de ce péché originel d'arrogance. Pour comprendre ce qui a mal tourné, il faut comprendre ce que les dirigeants russes croyaient réellement qu'il se passerait lorsqu'ils ont franchi la frontière ukrainienne le 24 février 2022. Ils pensèrent que tout serait terminé en quelques jours. C'était le fondement opérationnel de toute la campagne. C'est documenté. Les planificateurs logistiques russes avaient préparé les chaînes de ravitaillement en supposant occuper Kiev en 10 jours, sans pour autant envisager la conquête totale de l'Ukraine. L'hypothèse était qu'une fois les forces russes arrivées dans la capitale et le gouvernement ukrainien effondré ou en fuite, la résistance s'évaporerait, et le reste ressemblerait à ce qui s'était passé en Crimée en 2014. Les chars sont tombés en panne de carburant, et les soldats ont manqué de nourriture. Non pas parce que la logistique russe était incompétente, mais parce que tout le système était conçu pour un sprint, pas un marathon. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. L'armée russe a planifié minutieusement, mais pour la mauvaise guerre, et ce plan a tout révélé. La confiance excessive, le mépris pour la détermination ukrainienne, et plus grave encore, la décision d'envoyer une force assez forte pour faire du bruit, mais pas assez pour gagner vraiment. La Russie avait sur le papier l'une des armées les plus redoutables au monde lors de son invasion. Des centaines de milliers de militaires d'actifs, des milliers de chars et véhicules blindés, une force aérospatiale avec plus d'appareils que presque toute autre nation. Des missiles hypersoniques, des armes nucléaires, l'un des plus gros budgets militaires du monde depuis des années. Sur le plan purement numérique, l'Ukraine n'avait aucune chance de rivaliser avec tout cela. Et la Russie ne l'a pas utilisé. La force d'invasion initiale comptait entre 150 000 et 190 000 soldats. C'était un nombre important. Mais pas la vague écrasante et dévastatrice que l'on déploie quand on est vraiment sérieux à l'idée de conquérir un pays de plus de 40 millions d'habitants. Pour donner un contexte, la coalition menée par les États-Unis a déployé environ 700 000 soldats pour libérer le Koweït de l'Irak en 1991, un pays qui n'avait qu'une fraction de la taille, de la population et des capacités militaires de l'Ukraine. Les planificateurs russes ont examiné ces chiffres
observer l'Ukraine et estimer qu'il pouvait réussir avec un quart des effectifs, pensant que Kiev tomberait avant toute résistance importante. Rétrospectivement, il n'est pas juste de dire que la Russie était folle de croire à sa réussite. En 2014, la Russie a annexé la Crimée en quelques jours, avec presque aucune résistance militaire. Et dans le Donbass oriental, la même année, des séparatistes soutenus par la Russie ont créé 2 républiques séparatistes grâce à une combinaison de relais locaux, de soutien militaire secret et du chaos politique à Kiev. Cela n'a pas nécessité d'importantes forces, seulement que l'Ukraine était prise au dépourvu et fragilisée par ses problèmes économiques. Une grave défaillance du renseignement s'est ajoutée à celle de la doctrine. Les services de renseignement militaire russes, le GRU, ainsi que le FSB, auraient tous deux estimé que la volonté de résistance de l'Ukraine était faible. Cela s'explique en partie parce que les réseaux de renseignement russes en Ukraine étaient conçus pour l'infiltration politique et l'influence économique, pas pour évaluer précisément le moral militaire et la préparation au combat. Cela pourrait aussi venir d'une déformation volontaire des analystes, conscients que rapporter de mauvaises nouvelles à Poutine menaçait leur carrière. Quelle qu'en soit la cause, il était estimé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky fuirait, que les unités militaires ukrainiennes n'opposeraient pas de résistance et que la population accueillerait la Russie comme une nation soviétique. Tout cela s'est avéré catastrophiquement faux dans les 72 premières heures. Les unités de défense territoriale ukrainiennes ont afflué dans les bureaux de recrutement. Les civils ont fabriqué des cocktails Molotov. Zelensky a refusé dans un geste devenu célèbre une offre d'évacuation. L'effondrement psychologique sur lequel la Russie avait basé toute son opération n'a tout simplement pas eu lieu. Aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi, surtout lorsque celui-ci décide collectivement, et avec défi, de ne pas s'y conformer. Avec le plan A, qui n'aboutissait à rien, et l'absence de plan B, il était pratiquement inévitable que la guerre devienne un conflit d'usure. Les services de renseignement russes n'ont pas obtenu cette information cruciale, peut-être déclenchant la guerre, car l'Ukraine a beaucoup changé, et c'est la Russie qu'elle doit remercier pour cela. Après 2014, l'Ukraine a commencé à se rapprocher de l'Occident sur le plan idéologique, mais elle s'est également rapprochée de l'OTAN pour entraîner ses forces. Cela représentait 8 ans d'entraînement de haut niveau, de dons d'équipements occidentaux et de vétérans du Donbass. Le résultat fut une campagne fondée sur une illusion. Les forces russes ont avancé dans plusieurs directions simultanément, vers Kiev depuis le nord, vers Kharkiv au nord-est et vers Kherson au sud. Cela a dispersé leurs forces déjà insuffisantes sur un front immense, partant du principe qu'aucun de ces axes ne rencontrerait de résistance sérieuse et que la résistance ukrainienne s'effondrerait une fois la capitale menacée. Lorsque les forces ukrainiennes les ont stoppés net à l'aéroport de Hostomel, qui devait servir de porte d'entrée pour une prise aéroportée de Kiev dès le premier jour de l'invasion, toute la logique de l'opération a commencé à s'effondrer. Cela a directement conduit aux célèbres 64 km qui se sont retrouvés bloqués, parce que la première opération de la guerre s'est très mal passée, et la Russie ne pouvait pas reculer, puisqu'elle ne l'avait jamais prévu. Au 1er avril 2022, à peine 5 semaines après le début de ce qui devait être une opération de 3 à 10 jours, la Russie se retirait de tout l'oblast de Kiev. Elle avait révélé au monde entier que son armée était un tigre de papier bâti sur la corruption, une formation inadéquate et des décennies de mythes institutionnels sur sa propre invincibilité. Mais voici le point crucial, et c'est de cela que traite le reste de cette vidéo. Le retrait de Kiev n'a pas mis fin au problème de confiance excessive de la Russie. Ce n'était que la première conséquence, la plus évidente. Les effets plus profonds commençaient tout juste à se propager dans tout le système. Et pour cela, nous devons à nouveau nous pencher sur la doctrine militaire de la Russie, ou plutôt, sur la façon dont elle prévoyait de mener des guerres en général. La doctrine militaire russe, dans sa forme moderne, est une descendante directe de la théorie soviétique de la bataille en profondeur, un concept développé à la fin des années 1920 et dans les années 1930. L'idée centrale était élégante, et reposait sur le principe que plutôt que de percer les lignes ennemies de l'avant vers l'arrière, on attaque simultanément l'ensemble des forces militaires ennemies. Cela incluait la ligne de front, les réserves, la logistique et même les centres de commandement, créant des crises simultanées partout, afin que l'ennemi ne puisse pas répondre à toutes en même temps. En pratique, cela exige une coordination immense entre les troupes aériennes et terrestres, le commandement et la logistique. De façon vitale, cela suppose que tous les ordres viennent d'en haut et sont distribués dans la chaîne de commandement sans modification. Mais cette méthode a une vulnérabilité catastrophique. Cela fonctionne seulement si votre commandement et contrôle sont opérationnels. Si les ordres n'arrivent pas,
Si les commandants ne communiquent plus ou si les unités tactiques perdent le contact avec leur quartier général, toute la machine s'arrête. Et c'est là qu'entre en jeu l'un des avantages les plus sous-estimés que l'Ukraine a apporté à ce conflit. L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Ces officiers militaires ont grandi dans la doctrine soviétique et ont fréquenté les académies militaires soviétiques. Lorsque la Russie a lancé son invasion, l'Ukraine combattait un ennemi qu'elle connaissait intimement, d'autant plus que cet ennemi utilisait le même manuel qu'elle avait utilisé seulement 8 ans auparavant. Et l'Ukraine s'est pleinement adaptée. À partir de 2014 et de façon accélérée sous la direction directe de l'OTAN, à partir de 2016, l'Ukraine a délibérément réentraîné son corps d'officiers pour passer des structures de commandement de style soviétique à une philosophie de commandement de mission de l'OTAN. Dans l'ancien modèle soviétique, que la Russie utilise encore, les ordres descendaient de manière rigide, et les commandants subordonnés devaient exécuter ces ordres avec un minimum de déviation. Le système est conçu pour un contrôle depuis le sommet. L'Ukraine a délibérément brisé ce modèle. Elle a formé ses commandants de compagnie et de bataillons, a décidé seule selon l'intention de l'ennemi et la position la plus avantageuse, sans attendre l'autorisation de la hiérarchie. Elle a mis l'accent sur des unités pouvant opérer seules, car elles seraient aux contraintes d'opérer isolément face à un ennemi supérieur en nombre, ce qui a été crucial pour 2 raisons. Cela a d'abord rendu les forces ukrainiennes bien plus résistantes face aux opérations russes de guerre électronique et de renseignement d'origine électromagnétique. Les capacités de brouillage de la Russie étaient conçues pour cibler l'architecture de communication centralisée d'une armée de style soviétique, où il existait un réseau de brigades uniques, quelques nœuds clés et des fréquences radio prévisibles. Face à une force décentralisée communiquant sur de courtes distances à travers de nombreux petits nœuds, ces outils sont devenus beaucoup moins efficaces. Par exemple, les commandants de petites unités ukrainiennes ont tendu des embuscades avec des armes anti-chars et utilisé des tactiques irrégulières, surprenant sans cesse des forces russes qui attendaient un adversaire structuré. Deuxièmement, et plus directement pour les premiers mois de la guerre, les commandants ukrainiens à tous les niveaux savaient exactement comment une unité russe réagirait sous pression, ayant été formés dans le même système et connaissant les points de pression. Le point de pression le plus visible était la chaîne de commandement russe. Comme indiqué, la doctrine militaire russe centralise l'autorité et attend des officiers supérieurs qu'ils gèrent eux-mêmes les situations tactiques. Cela signifie aussi qu'ils avancent pour superviser directement les opérations. L'Ukraine a reconnu ce schéma et a systématiquement ciblé les véhicules de commandement russes, les équipements de communication et les commandants eux-mêmes. Le taux de mortalité des officiers supérieurs russes au début de la guerre était stupéfiant, peu importe l'époque. La Russie a perdu 5 généraux à cause de l'artillerie ukrainienne et de frappes de précision dans les premières semaines du conflit. Cela montrait la fragilité du système quand des officiers supérieurs devaient être proches du front face à un ennemi capable d'en profiter. La doctrine militaire russe fait également un usage extrême de la puissance aérienne, ce qui est un autre facteur décisif qui a donné à la guerre sa forme actuelle. Les mécanismes de combat terrestre russes supposent presque toujours une supériorité aérienne. Toute la théorie de la bataille en profondeur interarmes exige que l'aviation russe soit libre d'opérer en soutien des forces terrestres. Cela inclut la suppression des défenses ennemies, la frappe des lignes logistiques, et même l'appui aérien rapproché à l'infanterie et aux blindés en progression. Ainsi, les forces terrestres russes ne sont pas faites pour agir sans couverture aérienne. Leur tactique, leur formation et le rythme des combats qu'ils étaient censés soutenir supposent tous que le ciel leur appartiendrait et qu'ils auraient un soutien aérien. Le ciel ukrainien n'a jamais été contrôlé par la Russie depuis le début de la guerre, en grande partie à cause de sa confiance excessive initiale. Pour obtenir la supériorité aérienne, il faut d'abord neutraliser les défenses ennemies. Ainsi, la Russie a lancé plus de 1100 missiles sur des cibles ukrainiennes au cours des 3 premières semaines de la guerre, frappant, ou tentant de frapper, environ 75% des défenses antiaériennes de l'Ukraine. Mais l'Ukraine avait dispersé ses systèmes mobiles de missiles solaires avant le début de l'invasion, ce qui a permis d'en sauver la plupart lors des frappes initiales. Dès lors, les forces aérospatiales russes, VKS, agissaient dans un environnement contesté, mal préparé face à une défense aérienne intacte et un stock de munitions de précision déjà en rapide diminution. Début avril 2022, à peine 6 semaines après le début de la guerre, les VKS avaient pratiquement cessé de tenter de pénétrer l'espace aérien ukrainien de manière soutenue. Elles se sont repliées pour frapper à distance depuis la Russie, hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes.
Mais sans le soutien aérien rapproché à l'échelle initialement envisagée, les blindés et l'infanterie russe ont souvent dû avancer avec une protection aérienne limitée. Et sans une interdiction aérienne efficace des lignes d'approvisionnement ukrainiennes, les armes occidentales ont continué d'affluer vers le front. Faute d'avoir complètement neutralisé l'artillerie ukrainienne, ces systèmes ont continué à fonctionner et à infliger de lourdes pertes. Chaque offensive terrestre menée par la Russie depuis avril 2022 a été influencée par son incapacité à établir le type de domination aérienne que la plupart des armées modernes considèrent comme essentiel. Au lieu d'admettre l'échec de leur doctrine et de s'adapter à la nouvelle réalité, les théoriciens militaires russes ont estimé que leur concept était juste dès le départ, attribuant les échecs à une mauvaise exécution et à un soutien occidental imprévu à l'Ukraine, plutôt qu'à des défauts de leur doctrine. Ainsi, la Russie était tellement sûre d'elle que le système ne pouvait pas admettre son propre échec, répétant la même rengaine pendant des mois, alors que ses soldats mouraient. Et une fois ces premiers mois terminés, et le siège de Kiev devenu une page de l'histoire militaire, la Russie elle-même a commencé à décliner. À ce moment, la plupart des analystes réalisaient que la guerre durerait longtemps. Mais une guerre longue obligeait la Russie à mobiliser sa vraie puissance militaire, qu'elle n'avait pas utilisée en février, pensant ne pas en avoir besoin. Plus important encore, la Russie aurait besoin d'un équipement plus moderne et d'un accès à la technologie, mais à ce moment-là, la fenêtre pour l'acquérir s'était déjà refermée. Quelques heures seulement après le début de l'invasion, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et des dizaines de nations alliées ont imposé le paquet de sanctions économiques le plus complet de l'histoire moderne. Au cours des semaines et des mois suivants, ces sanctions ont été spécifiquement et délibérément ciblées sur les intrants technologiques dont dépend la production militaire russe. Elles ont privé la Russie d'accès aux microélectroniques, aux semi-conducteurs, aux machines-outils avancées et aux équipements de fabrication de précision. Cela signifiait que la Russie ne pouvait pas produire de nouvelles puces de guidage, de matériel de communication ou de systèmes avancés de contrôle de drones. La raison pour laquelle les sanctions ont été particulièrement dévastatrices, c'est que la Russie est une grande hypocrite. La base industrielle militaire russe dépendait depuis des décennies de chaînes d'approvisionnement technologiques occidentales. Ces missiles modernes utilisent des microélectroniques occidentales. Ces chars utilisent des machines-outils fabriquées en Occident dans leur processus de fabrication. Ces systèmes de guerre électronique nécessitaient des puces avancées, que l'industrie des semi-conducteurs russes ne pouvait pas produire localement. Tout cela provient du Royal United Services Institute, qui a documenté cette dépendance, suggérant que tout ce dont la Russie avait besoin pour son armée provenait de la chaîne d'approvisionnement occidentale. Les sanctions n'ont jamais d'effets immédiats. La Russie détenait d'importants stocks d'équipements soviétiques, souvent simplement mis de côté au lieu d'être démantelés. Donc, il était possible de les réutiliser dans la guerre, mais la Russie ne pouvait pas remplacer ces stocks par des équivalents modernes. La réaction rapide montre la gravité de la mauvaise évaluation de la Russie, qui s'est aussitôt tournée vers l'Iran pour se procurer des drones Shahed. Ce sont des munitions rôdeuses que Téhéran développait depuis des années, et dans lesquelles la Russie, trop confiante dans ses propres capacités, n'avait jamais pris la peine d'investir sérieusement avant la guerre. Elle s'est ensuite tournée vers la Corée du Nord pour des millions d'obus d'artillerie, équivalent à sa propre production nationale. Quand cela a échoué, il a fallu puiser dans les stocks. C'est ainsi que les chars T-62, construits dans les années 1960 et 1970, ont été ressortis. Après cela, il y a eu des rapports faisant état de T-55 et même de T-34, du matériel, qui a réellement été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces efforts étaient risibles, et les médias occidentaux comme nos vidéos ont montré l'inutilité d'amener un char de la Seconde Guerre mondiale sur un champ de bataille moderne. Mais ces chiffres ont permis à la Russie de gagner du temps pour soutenir son effort de guerre, au prix d'une guerre à un niveau technologique bien inférieur. Et le point crucial ici, c'est le timing. Si la Russie avait engagé toute sa force militaire dès le début, les sanctions seraient tombées. Mais sur une Russie ayant déjà atteint ses buts et occupé le territoire voulu. Les sanctions auraient été appliquées à une Russie qui consolidait une victoire, et non à une Russie qui luttait pour survivre à une guerre dont elle avait raté le début. À ce stade, la Russie aurait pu contourner les sanctions en disposant d'une nouvelle bande de territoires riches en ressources, avec la Chine comme acheteur toujours prêt à les acquérir. En privilégiant l'excès de confiance plutôt que la force écrasante, la Russie a provoqué l'imposition de sanctions, alors qu'elle combattait encore, sans avoir obtenu de levier pour négocier leur levée.
Maintenant que le contexte est posé, examinons la guerre des drones. N'oubliez pas, ce n'est pas un phénomène distinct de ce que nous avons vu jusque-là. Même ici, l'excès de confiance de la Russie est sans doute le facteur décisif qui explique comment l'Ukraine a réussi à se défendre aussi longtemps. Ici, nous pouvons diviser la guerre en 3 fronts différents. Le combat rapproché en première ligne, les frappes intermédiaires autour des régions occupées d'Ukraine et de l'oblast russe voisin, ainsi que les frappes en profondeur visant le territoire russe. Et l'Ukraine gagne sur les 3 fronts. Sur le front, les chiffres sont brutaux. À la mi-2026, les petits drones FPV, qui sont des drones transportant des ogives explosives et coûtant souvent seulement quelques centaines de dollars à fabriquer, représentaient environ 80% de toutes les pertes sur le champ de bataille. Les 2 camps les utilisent. Mais l'Ukraine a pris une avance décisive. La Russie a réduit l'écart des drones tactiques en 2025, contribuant en partie à ses gains sur le champ de bataille cette année-là. Mais ces progrès se sont arrêtés car la Russie ne parvient pas à recruter le personnel nécessaire pour faire fonctionner efficacement ses forces de drones. Les forces russes de systèmes sans pilote visent à recruter de jeunes diplômés technophiles avec des objectifs ambitieux. C'était exactement le type de personnes ayant les réflexes et la conscience spatiale nécessaires pour piloter efficacement des drones FPV dans un environnement de combat rapide et sous haute pression. En 4 mois de recrutement actif, ils n'ont atteint que 16% de leur objectif. La raison sous-jacente n'est pas compliquée, car rejoindre l'armée russe n'est tout simplement pas attrayant pour les jeunes Russes instruits. Ils savent très bien ce qui se passe au front, et ils n'ont même aucune garantie juridiquement contraignante qu'ils ne seront pas réaffectés d'une station de contrôle de drones à une unité d'infanterie d'assaut, au moment où un commandant aura besoin de soldats pour une attaque. Ensuite, la Russie a tenté d'élargir son unité principale de drones Rubicon. C'était jadis la formation la plus performante côté russe et responsable de la perte progressive par l'Ukraine de l'accès à l'infrastructure des drones. À mesure que les critères d'entrée baissaient, et que la Russie étendait sa couverture sur toute la ligne de front, la force obtenue était plus grande mais bien moins performante. Finalement, la Russie a de nouveau trébuché sous le poids de sa propre doctrine militaire. La Russie a voulu centraliser les opérations des forces sans pilote pour les intégrer aux principales offensives, plutôt que de les laisser indépendantes sur la ligne de front. La Russie lançait finalement des drones contre l'Ukraine, là où ils étaient attendus, permettant à l'Ukraine d'utiliser ses meilleures défenses pour les contrer. Le résultat, c'est que certaines des unités russes les plus compétentes en matière de drones se sont retrouvées avec moins de drones et moins d'opérateurs. Une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine a réussi à faire cela, c'est précisément parce qu'elle ne possède pas une structure de commandement rigide et que son mécanisme d'innovation en fait de même. Côté russe, les drones s'améliorent vite mais restent limités par le manque d'indépendance du pays. Lors des tests et de l'utilisation, si les opérateurs de drones ukrainiens détectent une contre-mesure russe, ils conçoivent aussitôt une riposte à expérimenter sur le terrain, en quelques jours. Une nouvelle variante du drone atteindra les unités de première ligne sous peu. Ce circuit de retour d'informations entre la ligne de front et l'usine est court, rapide et soutenu par l'Ukraine, qui fait en sorte que tous les fabricants testent sans cesse et travaillent avec des ressources mutualisées, principalement via le cluster Brave One. L'équivalent russe doit passer par des couches d'approbation du commandement, une bureaucratie d'approvisionnement et une culture militaire qui, historiquement, punit l'initiative tactique au lieu de la récompenser. L'écart technologique s'accroît non parce que l'Ukraine a plus de ressources, mais parce qu'elle innove plus vite. Et étant donné que les drones sont pratiquement omniprésents, cette rapidité d'évolution est tout ce qui compte. Et lorsque la Russie a tenté d'innover, elle a de nouveau été frappée par les sanctions. La Russie a beaucoup investi dans les drones FPV guidés par fibre optique. C'est une option tactique véritablement nouvelle, car le contrôle par fibre optique est insensible au brouillage électronique. En fait, dans les premiers rapports, l'Ukraine craignait davantage les drones à fibre optique que toute autre menace dans le secteur rapproché du front. La Russie a été le premier pays à utiliser les drones de cette manière, et c'est sans doute la raison pour laquelle l'Ukraine a suivi le mouvement. Les drones étaient tout simplement si efficaces qu'il était presque impossible de les neutraliser. Mais une bobine de 50 km de câble à fibre optique qui coûtait environ 300 $ en 2022 coûte environ 2500 $ en 2026. La chaîne d'approvisionnement mondiale de ce matériau s'est resserrée, tandis que la demande des 2 camps en guerre a explosé. Fait surprenant, l'Ukraine et la Russie importent la plupart de leurs câbles des mêmes fournisseurs chinois, illustrant comment la Chine profite économiquement des 2 côtés du conflit. L'Ukraine dépend beaucoup moins des drones guidés par câble, ayant déjà opté pour des systèmes radiocommandés qui peuvent être produits en masse à un coût bien inférieur.
La Russie a fait un pari technologique important, et en paie maintenant le prix fort, un coût qui ne cesse d'augmenter chaque mois. L'Ukraine a également l'avantage de posséder la motivation et une culture de l'innovation qui use les forces d'une guerre d'usure du côté des défenseurs. Les opérateurs de drones ukrainiens défendent leurs foyers avec Starlink. La quasi-suppression totale de l'accès de la Russie au réseau de communication par satellite d'Elon Musk a véritablement changé la donne. La Russie n'a pas d'équivalent à Starlink. Aucun système satellite abordable, difficile à brouiller et à haut débit n'est accessible aux unités de première ligne. Cette asymétrie se manifeste dans chaque engagement tactique impliquant des drones. En passant au domaine des frappes intermédiaires, la bande de 20 à 210 km entre la ligne de front et l'arrière russe. Ici, l'Ukraine a transformé cet espace en une campagne de dégradation systématique. Le président Zelensky a annoncé début mai 2026 que les frappes de missiles qu'elle avait doublées depuis mars et quadruplées depuis février. Ainsi, l'Ukraine est passée de la défense à l'objectif de couper l'accès russe à la ligne de front, grâce à la guerre par drone. Le Center for Information Resilience a suivi une augmentation de 300% des attaques ukrainiennes contre les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique russes, rien qu'en mars et avril 2026. Cela représentait près de 80 systèmes ciblés en 8 semaines. Les systèmes de défense aérienne sont coûteux, lents à fabriquer, et la perte cumulative crée une boucle de rétroaction. Chaque système détruit rend les raids de drones plus efficaces, facilitant la destruction de nouveaux systèmes et permettant des frappes plus profondes et puissantes. Pour la moyenne portée, l'Ukraine s'est de plus en plus appuyée sur la production nationale, culminant avec le drone FP-FP2. Il transporte une ogive de 100 kg capable de détruire ou au moins de neutraliser n'importe quel véhicule blindé russe, et il a été utilisé avec un effet dévastateur contre les systèmes de défense aérienne russes en particulier. Lorsque le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a visité les centres de commandement de la ligne de front ukrainienne en mai 2026, les commandants ukrainiens lui ont montré des images de drones FP-FP2 détruisant les systèmes de défense aérienne russes un par un. Le symbole était que l'Ukraine disposait déjà de drones équivalents à tout ce que l'Occident pouvait concevoir, et que ces drones trouvaient désormais leur cible. Pour la Russie, cela signifiait devoir réorganiser la campagne à nouveau. Avant, les dépôts de munitions et les postes de commandement russes étaient situés à 60-80 km du front, assez proches pour ravitailler vite les unités et garder un contrôle efficace, mais hors de portée de l'artillerie et des drones ukrainiens à courte portée. À la mi-2026, les dépôts de munitions ont dû être déplacés plus loin en arrière, jusque sur le territoire russe, et cela n'a pas vraiment suffi, grâce à la guerre des drones longue portée dont nous parlerons plus tard. Mais si la chaîne logistique doit parcourir 2 fois plus de distance sous la menace constante des drones, le reste de la structure s'effondre. Certaines unités russes auraient réduit leur consommation de diesel de 20%, faute de pouvoir acheminer le carburant de façon fiable jusqu'au front. Le commandement et le contrôle sont désormais fragmentés. Les commandants russes, censés gérer le champ de bataille, coordonnent désormais les lignes d'approvisionnement depuis des positions toujours plus éloignées. Cela s'est été illustré par des images du corps Azov publiées le 8 mai 2026. Elles montraient en détail les drones Hornet, coûtant environ 5 000 $ chacun, comparés aux Lancet X-51 russes, d'une valeur d'environ 68 000 $ et ayant un profil similaire. Les Hornet volaient sans opposition à basse altitude, au-dessus des villes occupées par les Russes, Donetsk et Mariupol, traquant les véhicules logistiques le long des principales autoroutes, à 160 km derrière la ligne de front. La présence de drones au-dessus de territoires occupés par la Russie depuis 4 ans montre qu'elle n'est plus la force dominante dans les drones de moyenne portée. Enfin, il y a la guerre des frappes en profondeur, où l'Ukraine a progressé en attaquant les infrastructures clés de la Russie, ce qui explique sans doute l'inquiétude de la Russie lors du défilé de la victoire en 2026, lorsque la guerre a commencé. L'Ukraine ne disposait pratiquement d'aucune capacité nationale de frappe à longue portée. 4 ans plus tard, elle lance plus de 100 000 sorties de drones par mois. La campagne de frappe a visé les infrastructures pétrolières russes, avec une intention systématique et cumulative. Des raffineries à Krasnodar, Kri, Ryazan, Perm, Stavropol, ainsi qu'à proximité des ports baltes de Primorsk et Outsloga, ont toutes été touchées. La frappe de Perm à la fin avril 2026 est remarquable car l'installation se trouve à plus de 1600 km de la frontière ukrainienne, au cœur de la zone des monts Oural, où les planificateurs russes la considéraient sans doute hors de portée pratique. Le rythme des frappes sur les infrastructures pétrolières a forcé la Russie à réduire sa production de brut,
de 300 000 à 400 000 barils par jour, rien qu'en avril 2026. C'était la plus forte baisse mensuelle depuis la pandémie de Covid. Oui, cela ne représente qu'un pourcentage à un chiffre de l'ensemble de la chaîne de production. Mais cela montre que l'Ukraine dispose de systèmes capables de mettre réellement en danger la base économique de la Russie. Puisque le pétrole et le gaz représentaient historiquement près de 40% des recettes du gouvernement. Les cibles industrielles et militaires ont aussi été une part importante de sa campagne. Les drones ukrainiens ont frappé le centre scientifique et technique radar à Rostov, ainsi qu'une grande usine d'engrais à Stavropol, le Kraï, qui produit des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, ainsi qu'une installation de composants Shahed et Iskander à Tcheboksary, en utilisant des missiles de croisière Flamingo en mai 2026. Le dernier point est crucial, car l'Ukraine utilise la guerre par drone pour neutraliser celle de la Russie. Derrière cela se trouve l'une des plus grandes réformes de l'histoire de l'industrie militaire, Firepoint. Cette start-up a été fondée par des ingénieurs, des architectes et des concepteurs de jeux, dans des ateliers de fortune en 2022. 4 ans plus tard, elle produit en moyenne 100 drones FP1 par jour à un coût unitaire d'environ 55 000 $. Le FP1 a une portée de 1000 miles et est principalement utilisé pour la surveillance et les frappes de précision sur des cibles uniques. Une autre caractéristique marquante est le missile de croisière FP5 Flamingo, avec une portée annoncée de 1800 miles et une ogive de 2200 livres. Le président Zelensky l'a décrit comme le missile le plus réussi de l'Ukraine. Mais Firepoint ne s'est pas arrêté au Flamingo. En février 2026, l'entreprise a effectué le premier tir d'essai du missile balistique à moyenne portée FP7, avec une portée supposée d'environ 210 km, juste assez pour atteindre les cibles intermédiaires mentionnées précédemment. Et en mars, le concepteur en chef de Firepoint, Denis Stillman, a annoncé le FP9, un missile balistique plus lourd et à plus longue portée que selon l'entreprise pourrait atteindre Moscou d'ici l'été 2026 car. La clé du FP9, c'est la vitesse. Alors que le missile balistique Iskander de la Russie frappe à environ 800 mètres par seconde. Stillman affirme que le FP9 atteindra plus de 1200 mètres par seconde, assez rapide pour dépasser les missiles intercepteurs qui protègent les cibles les plus vitales de la Russie. On estime qu'un FP9 sur 4 pourrait effectivement atteindre sa cible prévue. Il y a 4 ans, ce pays ne fabriquait pas de drones. La Russie doit donc y réfléchir. C'est le problème croissant auquel la Russie fait face sur le front des frappes en profondeur. Chaque nouveau drone que l'Ukraine conçoit et lance contre les forces russes oblige la Russie à investir davantage dans la défense aérienne et à éloigner encore plus ses actifs stratégiques du front. Encore plus important, le Kremlin doit ensuite produire davantage de propagande pour expliquer à ses citoyens pourquoi la guerre, qu'on leur avait dit être sous contrôle, continue d'atteindre leurs raffineries, leurs aéroports et peut-être même la capitale. Pris ensemble, les 3 fronts de la guerre des drones dressent un tableau cohérent. Un pays, entré dans ce conflit avec tous les avantages conventionnels, est désormais systématiquement démantelé par un adversaire plus petit, contraint d'innover et testant en conditions réelles depuis 4 ans sans pause. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur un type particulier de drone utilisé par l'Ukraine, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous publions des vidéos quotidiennes qui expliquent en détail comment les drones sont utilisés, où ils sont utilisés, et à quel point ils sont efficaces chaque jour. L'un des aspects les plus élégants de l'évolution technologique de l'Ukraine est sa manière d'inverser ce que les analystes de la défense nomment le problème du différentiel de coût. Dans la guerre conventionnelle, ce problème est au cœur du calcul de tout attaquant. Il coûte bien plus cher d'abattre une arme que de la lancer, ce qui signifie qu'un attaquant peut finir par épuiser le stock d'intercepteurs d'un défenseur en inondant la zone de munitions bon marché. La Russie tente d'appliquer cette stratégie avec ses drones d'attaque de type Shahed, qu'elle produit en masse dans la zone économique spéciale d'Alabouga au Tatarstan et qu'elle lance par vagues de centaines à la fois. L'Ukraine a inversé cette équation et l'a fait d'une manière qui joue en sa faveur. Le drone intercepteur FPV Sting de l'Ukraine coûte environ 2100 $. Le drone russe le moins cher de type Shahed coûte au minimum 35 000 $ l'unité, soit près de 15 fois plus cher. Lors de la vaste attaque de drones menée par la Russie à la mi-mai 2026, elle a utilisé 1567 drones d'attaque lancés lors d'une seule frappe coordonnée. L'Ukraine en a intercepté 1473, ce qui signifie qu'elle a réussi un taux d'interception de 94%. Le Sting à lui seul a abattu plus de 100 drones.
Les drones intercepteurs ont globalement représenté environ 30% de tous les drones abattus. C'est un rapport coût-efficacité qui favorise l'Ukraine d'un ordre de grandeur à chaque engagement. Le Sting est surtout fabriqué avec des composants du commerce via l'impression 3D, sans besoin d'infrastructures spécialisées. Il ne dépend même pas de microélectronique haut de gamme qui pourrait être restreinte par des sanctions ou perturbée par des chocs dans la chaîne d'approvisionnement. L'Ukraine peut en fabriquer davantage rapidement, et à moindre coût dans des installations de production décentralisées, qui sont elles-mêmes difficiles à cibler. Le programme Shahed de la Russie, en revanche, reste un effort de production soutenu mené dans des installations centralisées. Il dépend aussi beaucoup de la coopération avec des fournisseurs iraniens, et l'Iran lui-même ne se porte pas très bien, puisqu'il doit mener son propre conflit au Moyen-Orient. Le succès de l'Ukraine dans la guerre des drones a attiré l'attention mondiale. En mars 2026, plus de 200 pilotes de drones ukrainiens avaient été déployés dans le Golfe Persique pour aider les forces américaines et celles des États du Golfe à contrer les attaques de drones iraniennes. La plateforme de commandement et de contrôle anti-drones SkyMap de l'Ukraine était opérationnelle sur la base aérienne du prince sultan en Arabie Saoudite après que les drones Shahed iraniens ont causé plus d'$1 milliard de dégâts aux installations américaines dans la région. Des accords de défense ont été signés avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Un accord de coopération sur les drones avec les États-Unis est actuellement examiné à divers niveaux institutionnels. Le pays que la Russie a envahi, s'attendant à l'éliminer comme entité géopolitique en un week-end, est devenu un leader mondial reconnu dans la guerre par drones avec des clients payants. La Russie, quant à elle, va dans la direction opposée sur tous les plans. Sa capacité de guerre électronique se dégrade parce que les microélectroniques nécessaires sont de plus en plus difficiles à se procurer. Le recrutement d'opérateurs de drones est très loin d'atteindre ses propres objectifs. Son programme de drones FPV à fibre optique est bloqué par la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement qu'il a lui-même causée. Chaque direction qu'il prend pour résoudre ses problèmes technologiques le ramène aux sanctions qu'il a lui-même provoquées, en faisant le choix stratégique de la confiance excessive en février 2022. Une quatrième dimension de ce conflit, moins médiatisée que l'aspect tactique, pourrait pourtant être tout aussi importante. La guerre psychologique et informationnelle menée contre la société russe elle-même. Le marché initial de Poutine avec les citoyens russes était que la guerre en Ukraine était une opération militaire spéciale dont il n'avait pas à se soucier. Les moscovites n'avaient pas à soutenir la guerre, la plupart des conscrits venant d'ailleurs, et on pensait que les combats finiraient bien avant que les conséquences touchent les grandes villes. Mais 4 ans plus tard, il y a un nombre croissant de citoyens russes qui vivent à portée des drones depuis la frontière ukrainienne, y compris Moscou elle-même. Ces personnes ont passé 4 ans à regarder des drones ukrainiens survoler leur ville, frapper l'infrastructure pétrolière de la Russie, mettre le feu aux raffineries et clouer leurs aéroports au sol. La Russie a même imposé des restrictions sur l'internet mobile dans plusieurs villes afin d'empêcher les drones d'utiliser les signaux du réseau pour la navigation, montrant jusqu'où elles pouvaient aller pour tenter de défendre ces efforts. Vous vous demandez peut-être, la Russie ne peut-elle pas simplement s'adapter? Ne peut-elle pas reconnaître l'échec, engager les ressources qu'elle aurait dû mobiliser dès le départ, et parvenir à une forme de victoire simplement par la masse et la persévérance? La réponse est non. Et comprendre pourquoi nécessite de garder à l'esprit simultanément les 4 axes de cette analyse. La première raison est le piège des sanctions, et il s'aggrave avec le temps. Chaque mois, la base industrielle militaire russe accuse plus de retard sur la technologie nécessaire pour rester compétitive. Les systèmes d'armes les plus importants du champ de bataille moderne, tels que les drones, l'intelligence artificielle, les systèmes de guidage et de brouillage électronique, tous nécessitant des semi-conducteurs avancés et de la microélectronique, que la Russie ne peut ni produire localement, ni importer facilement. Oui, elle a de nombreux systèmes de contournement des sanctions, surtout via l'Asie centrale et les pays autour de la Chine. Mais cela augmente les coûts, car la Russie est en désavantage lors des négociations. Ces circuits peuvent aussi être perturbés à mesure que les gouvernements occidentaux affinent leurs mécanismes. La seconde raison tient à l'évolution des effectifs, désormais favorable à l'Ukraine. La stratégie de victoire russe reposait sur un avantage de main-d'œuvre. Vous envoyez plus de monde, acceptez plus de pertes et épuisez le défenseur par la seule force du nombre. Pendant 3 ans, ce modèle a tenu. Le taux de perte de la Russie était brutal, mais son taux de recrutement suivait le rythme. Puis, en janvier 2026, cela a changé.
Pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle, le taux de perte de la Russie a dépassé son taux de recrutement, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. En mars 2026, Volodymyr Zelensky a estimé que la Russie avait perdu environ 89 000 soldats, tout en recrutant que 80 000 au cours des 3 mois précédents. Le coût par kilomètre carré est également devenu catastrophique. Les estimations ukrainiennes suggèrent que les forces russes ont perdu environ 120 hommes par kilomètre carré de territoire conquis en 2025 et en 2026, alors que les drones dominaient le champ de bataille. Ce chiffre était passé à environ 313 000 tués et blessés par kilomètre carré, soit plus du double en une seule année. La Russie paie plus et reçoit moins. Le recrutement s'effondre en parallèle. Les chiffres quotidiens du recrutement pour le premier trimestre 2026 sont tombés entre 800 et 1000 personnes. Une baisse de 20%, par rapport aux 1000 à 1200 par jour observés en 2025 selon une analyse des données du ministère russe des Finances. Les primes à la signature ont atteint un nouveau record historique de 1 470 000 roubles, alors que le salaire annuel moyen est de 1 290 000 roubles. Pourtant, les chiffres continuaient de baisser. Si vous augmentez sans cesse le prix et que moins de gens viennent, le marché vous envoie un message. Un autre piège démographique se cache derrière les chiffres de la main-d'œuvre. La population dont la Russie a le plus besoin, c'est-à-dire les jeunes éduqués et techniquement compétents, est précisément celle qui est la plus déterminée à ne pas servir. Au lieu de cela, environ 40% des recrues proviennent désormais de groupes de populations vulnérables, prisonniers, débiteurs et personnes ayant peu d'autres options. Les soldats que la Russie envoie pour affronter la guerre des drones du XXIe siècle sont de plus en plus issus des marges de sa société, alors que ceux capables de faire fonctionner ces systèmes quittent le pays pour éviter la conscription ou se cachent des recruteurs sur leur lieu de travail. Troisièmement, il y a l'aspect technologique et d'innovation que nous avons abordé. L'Ukraine a eu 4 ans d'expérience de combat réel pour développer, itérer et affiner chaque aspect de la guerre sans pilote. Ces ingénieurs ont testé des conceptions en conditions de combat réelles, avec des boucles de rétroaction mesurées en jours. Ces opérateurs ont développé des tactiques qui évoluent chaque semaine, en réponse aux contre-mesures russes. Ces commandants ont intégré le renseignement des drones dans la prise de décision à chaque échelon du champ de bataille. Ce savoir ne s'acquiert pas simplement en investissant de l'argent, et il diffère beaucoup du modèle occidental classique d'acquisition et de développement militaire. La Russie n'a même pas beaucoup plus d'argent ni de personnel à consacrer à ce problème. La croissance du PIB pour 2025 s'est établie à environ 1%. Pour 2026, le gouvernement russe lui-même a révisé sa prévision de croissance à seulement 0,4% et l'économie s'est contractée de 0,3% au premier trimestre, sa première contraction trimestrielle depuis début 2023. Parallèlement, les dépenses militaires de la Russie pour 2025 se sont élevées à 190 milliards de dollars, soit 7,5% du PIB, la part la plus élevée depuis l'effondrement de l'Union soviétique. En 2026, le budget devait représenter environ 40% des dépenses fédérales totales, poursuivant ainsi la tendance des investissements militaires extrêmement élevés. Même dans ce cas, il a fallu réduire le budget militaire pour compenser, admettant que cela ne suffisait pas. Pour financer partiellement cela, la Russie a augmenté son taux de TVA de 20% à 22% au début de l'année 2026. Les taux d'intérêt, montés à 21% pour combattre l'inflation due aux dépenses militaires, sont retombés à environ 16%, ce qui paralyse presque l'économie civile. Et le problème structurel est plus profond qu'un simple chiffre. L'investissement dans l'industrie militaire consomme de la main-d'œuvre, du capital et des matières premières au détriment de tous les autres secteurs. La pénurie de main-d'œuvre en Russie est illustrée par le fait que le taux de chômage officiel n'est que de 2,2%. Ce chiffre donne une impression de prospérité, mais il montre en réalité que le pays manque de travailleurs. Dans l'économie civile, celle qui devrait permettre à la Russie de tenir dans une guerre longue, seule l'agriculture et l'industrie manufacturière ont connu une croissance soutenue au premier semestre 2025. Tout le reste a stagné ou diminué. Cela compte pour l'argument central, car cela ferme une porte que la Russie aurait pu utiliser autrement. Un pays avec une économie solide peut supporter une guerre longue, soutenir ses industries, investir dans de nouvelles technologies et recruter le personnel nécessaire. La Russie fait le contraire. Son économie se contracte, ses dépenses militaires diminuent en termes réels, même si la guerre se prolonge. Ses industries civiles sont vidées de leur substance parce que les mêmes personnes qui devraient y travailler sont enrôlées de force et envoyées faire la guerre. La quatrième raison est structurelle et peut-être la plus fondamentale. L'armée russe
essaie toujours de mener une guerre en profondeur, en utilisant des structures de commandement soviétiques contre un adversaire qui s'est précisément optimisé pour exploiter chaque faiblesse de ce modèle. La centralisation exigée par la doctrine russe est une vulnérabilité que l'Ukraine sait comment cibler. La supériorité aérienne nécessaire aux opérations russes n'existe plus au-dessus de l'Ukraine depuis 4 ans, et ne reviendra pas tant que l'Ukraine aura des missiles solaires et une base industrielle pour les renouveler. Et même si l'OTAN est responsable des sanctions qui empêchent la Russie d'accéder à certaines armes, la Russie ne perd pas cette guerre à cause de l'OTAN. Elle ne perd pas à cause des armes occidentales, du courage ukrainien, de Zelensky ou d'autres facteurs qui dominent la conversation grand public sur ce conflit. Ces éléments comptent, mais ne sont que des conséquences, pas la cause. La Russie est en train de perdre parce qu'en février 2022, les dirigeants du plus grand pays du monde ont regardé leur armée, ont regardé l'Ukraine et ont décidé qu'ils pouvaient la prendre avec une fraction de leur force en un week-end, sans déclencher le genre de réaction internationale qui couperait leur ligne de vie technologique. Ils se sont trompés sur ces 3 points en même temps, et ces 3 erreurs se sont aggravées mutuellement d'une manière catastrophique et irréversible. La force envoyée était insuffisante pour une victoire rapide. Leur adversaire n'était plus la coquille vide post-soviétique de 2014. Et la réponse internationale a été plus globale et plus durable qu'ils ne l'avaient prévu. S'ils s'étaient trompés sur un seul point, l'issue stratégique aurait pu changer. Mais se tromper sur les 3 signifiait n'avoir aucune issue. Lorsque la Russie a pris conscience de son erreur, elle menait déjà une guerre mobilisant toutes ses ressources, sans pouvoir accéder à la technologie nécessaire. Elle essayait de mener une guerre de drones du XXIe siècle, sous un régime de sanctions du XXe siècle, avec une doctrine militaire conçue pour un adversaire qui avait déjà évolué et une culture du commandement trop rigide pour s'adapter à la vitesse exigée par le champ de bataille. Ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre avec plus de main-d'œuvre. Ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre avec plus de drones, plus de missiles ou de quoi que ce soit d'autre que la Russie produit actuellement. Ce n'est même pas un problème que l'on peut résoudre avec le temps, car plus le temps passe, plus l'Ukraine prend de l'avance. Chaque mois, l'industrie des drones ukrainiennes s'améliore, tandis que la Russie peine davantage à accéder à la technologie nécessaire. L'attrition favorise de plus en plus l'Ukraine, tandis que le public russe s'habitue aux frappes de drones, fermetures d'aéroports et incendies de dépôts de pétrole, doutant davantage du but réel de la guerre. Ce qui nous ramène à ceci. Moscou, à partir de maintenant, ne dort jamais. L'Ukraine a prouvé sa capacité à frapper Moscou, à dégrader massivement l'infrastructure pétrolière et à perturber les chaînes logistiques russes, depuis 160 km derrière la ligne de front, et à battre plus de 90% des drones d'attaque que la Russie lui envoie, pour une fraction de leur coût de production. Il y a une ironie. La Russie n'a pas perdu parce qu'elle était plus faible que l'Ukraine, mais parce qu'elle surestimait sa force. Elle pouvait gagner vite grâce à sa puissance militaire, mais a choisi de ne pas l'utiliser. C'est pourquoi la guerre continue, et ne se terminera pas comme Vladimir Poutine l'espérait. Pour Vladimir Poutine, cela peut signifier bien plus qu'une guerre perdue. Regardez cette vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour des analyses et actualités géopolitiques quotidiennes.